c'était pas évident. Ça vous tombe dessus en année, lorsque vous avez 18 ans et vous avez décidé de parler. Dites-nous pourquoi vous avez décidé d'écrire. Déjà, je d'essayer d'écrire ce livre ou bien... Ce livre-ci, ok. Spécifiquement. Spécifiquement, c'était pour partager mon expérience avec la maladie, mais également pour sensibiliser autour de la maladie. Vous estimez que les gens ne savent pas grand-chose autour de la maladie jusqu'à présent? Effectivement, la myasthénie, c'est une maladie rare que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est une personne sur 10 qui sont touchés par la maladie, dont il était très important pour moi d'écrire un livre sur le sujet. Je me suis dit pourquoi pas écrire un livre en racontant mon histoire avec la maladie. Vous êtes un jeune, vous avez 18 ans, tout se passe très bien et déjà vous êtes auteur quand vous entrez à l'université de plusieurs ouvrages. Beaucoup de modifications interviennent dans votre vie. Vous constatez que vous perdez quelquefois vos forces. Mais votre corps vous alerte, vous n'êtes pas tout de suite sensible à ce qui se passe à l'intérieur et vous ne savez pas. Racontez-nous comment ça se déroule, comment la myasthénie arrive dans votre vie. Alors là, nous sommes en 2016 quand j'ai les premiers symptômes d'abord. Ça commence avec des problèmes les difficultés respiratoires quand je suis en terminale. Bon, on se dit que c'est juste un problème pulmonaire. Je vais faire plusieurs tours à Jamon. Malheureusement, on ne va rien trouver. En 2017, je crois entre décembre et février, je commence avec des faiblesses musculaires, comme j'explique dans le livre. C'est un bon matin, je vais aux toilettes pour faire mes besoins. Et quand je veux me lever, vous perdez le contrôle. Je perds le contrôle, je n'arrive pas à me lever. Et puis je suis scandalisé mais qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir mon petit cousin qui va m'aider à me relever. Tout va bien se passer plus tard. Je vais aller parce que j'étais en plein rattrapage. Donc je vais aller rattraper mes cours en Wekili où je faisais lettres bilingues. Sauf que pendant le rattrapage, je ne vois plus rien. À l'époque, c'était le système de télécommande. Oui. Ouais, donc QCM. Je suis devant l'écran, mais je ne vois rien. Je ne vois pratiquement rien. Je vais me débrouiller comme ça, par le hasard des trucs, je vais même valider la matière. Parce qu'il fallait choisir A ou B, C ou D. Je voyais rien. Je voyais vraiment rien. Donc c'est comme ça avec le temps. Plus le temps passait, plus les symptômes devenaient persistants. Je suis allé à l'hôpital une fois avec mon père. On a dit que c'était un problème j'avais un manque de calcium, de magnésium, de potassium et de vitamine B12. On m'a prescrit le calcium, bref, tout ce qui manquait, on me les a prescrits. Sauf qu'au fur et à mesure que je les prenais, j'avais l'impression que c'était pire. La situation n'allait pas mieux. Oui, n'allait pas mieux. La situation n'allait pas mieux. Je vais aller rester chez un prêtre pendant pratiquement beaucoup de 3 ou 4 mois. De toute façon, on commence à se dire que ça doit être une affaire de lancer au village. Oui, les jaloux. Nous sommes en Afrique, donc oui. On l'enfant est brillant, il a eu son baccalauréat, on se dit que les mauvais regards ont commencé à s'opposer sur lui. Donc je vais aller vivre chez un prêtre, un ami de la famille. Et pendant ce temps, mes oncles, chacun va aller de son côté. Il y en a qui vont aller au nord, d'autres vont aller à l'est. D'aucuns iront voir les marabouts pour savoir comment ça s'est passé, ce qui se passe et tout. Je vais faire une série d'examens, vraiment, pour ne pas entrer dans les détails. Oui. Ceux qui vont lire le livre vont avoir ces détails-là. Je vais faire une série d'examens, IRM cervical, IRM de la colonne vertébrale, IRM cérébrale. Et on ne trouve rien du tout. On ne trouve rien. Je vais faire un tas d'examens, on ne va rien trouver. Et par le plus des hasards, un soir, ma mère est en train de me nourrir parce que j'étais arrivé au niveau où Oui, j'étais vraiment assis, je faisais tout sur place, on faisait tout pour moi. Donc un soir, pendant que ma mère est en train de me nourrir, il y a des Indiens qui arrivent à la maison, je ne connais pas comment ils ont fait pour arriver, avec des trucs de santé. Ils vont proposer, je vais appeler la grande sœur de ma mère qui généralement paye les trucs pour moi. Je vais lui dire qu'il y a des Indiens ici à la maison qui ont des produits de santé. Elle m'a posé la question est-ce que tu veux essayer? Bon, sur le coup, j'ai tout essayé, la médecine chinoise. Je vais dire que pourquoi pas. Donc, elle va me demander ça coûte combien, je vais donner le prix. Avant qu'elle ne fasse au dépôt, je vais faire une fausse route. Parce que je suis en train de manger, je cause avec le téléphone. Je vais faire une fausse route. La nourriture va aller dans les plutôt la cave respiratoire est là, vous êtes obligé d'aller à l'hôpital. Alors on se rend compte quand même que vous avez fait
le tour de plusieurs formations sanitaires. Vous êtes même allé au niveau de la médecine chinoise, sauf que le prix était exorbitant. Alors, quelle est l'attitude adoptée par la famille? Comment est-ce que papa vous regarde, maman? Comment les frères vous regardent? J'avoue que pour mes parents, la seule volonté de trouver ce que j'ai. La seule chose que tout le monde voulait, c'était que je guérisse, que je retrouve mes forces. Donc on s'en foutait vraiment de combien ça allait coûter et tout. Mais la petite chose, c'est que quand on est arrivé chez la chinoise, au fond de moi, je savais qu'elle ne pouvait rien faire. Oui, parce que je l'ai dit, vous voyez, quand on arrive déjà, je me dis que bon, la grande sœur, ma mère, elle est poussée des Chinois. Que je vais l'appeler, elle va venir négocier. Il y aura une belle négociation, et parce qu'on Chinois, s'entend avec la voix, ça va donner. La dame va arriver, on va nous montrer des photos d'elle avec Chantal Biard, et tout, des articles de presse qui montrent qu'elle a soigné des hernies discales et tout ça là. Mais au fond de moi, je vais dire à ma tante que cette dame-ci, elle peut me soigner, je veux qu'on rentre. Ouais, c'est comme ça qu'on va. Heureusement, un bon diagnostic sera posé par un médecin qu'on te recommande particulièrement. Effectivement. Parce qu'à un moment donné, lorsque tu vas aux urgences, le médecin qui te consulte se rend compte qu'il y a eu peut-être une certaine négligence, même au niveau de la rédaction dans votre carnet, il y a des limites. Parce que quand je vais à l'hôpital central, je sortais de l'hôpital des Sœurs des Foulandes, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné ici. Je sortais de l'hôpital des Sœurs des Foulandes où on avait dit que j'étais fou. Parce que j'avais fait, on appelait ça l'ENG, un truc comme ça, l'électronneuromyogramme, qu'on m'avait fait sur la tête. On sortait là que j'avais des problèmes mentaux. Donc quand j'ai fait la fausse route, comme je disais, je suis arrivé à l'hôpital central. Ma mère, il n'y avait pas de place parce que nous sommes d'abord arrivés à l'hôpital de Biémassi, il n'y avait pas de lit. Nous sommes arrivés au Curie, il n'y avait pas de lit. C'est quand on arrive aux urgences chirurgicales de l'hôpital central, il n'y a toujours pas de lit que ma mère fait un scandale. Oui. Donc pendant le scandale, il y a un professeur. L'amour d'une mère. Effectivement. Il y a un professeur qui était à salle d'opération, c'est comme ça qu'il va sortir, venir demander ce qui se passe avec mon cas. Et je vais être admis. Déjà, on va aller m'enlever les grandes dérives dans le poumon. Oui. Puis je vais être admis aux urgences. Et aux urgences, ma mère va rencontrer un enfant de son maître du coup moins 2. Ce qui change tout. Oui, par le nom. Parce qu'elle a vous mettez curieuse, elle a vu le nom. Il y a des noms qui marquent. Mon fils, est-ce que tu es le fils de monsieur tel? Et il a dit effectivement je suis son fils. Et il lui a posé des questions sur ce que j'avais. Et il lui a dit qu'il est sûr et certain que le professeur Foster Yebjo du service neurologie pouvait me... Alors, concours de circonstances, parce que cet état, parce qu'il faut dire à ce moment-là que ça devenait de plus en plus difficile, vous n'arriviez plus à rien faire, même manger était tout un challenge. Heureuse coïncidence, vous tombez donc sur ce jeune de médecin qui était le fils du maître de maman. Et donc finalement, il y a ce groupe de jeunes. Et là, on va laisser vraiment le soin aux auditeurs d'aller découvrir la lecture. Finalement, vous avez découvert que vous êtes malade. Vous êtes malade. C'est un diagnostic qui vous abat totalement. Comment est-ce qu'on arrive à trouver le courage pour se le relever lorsqu'on sait qu'on va porter une maladie tout au long de sa vie durant? Je pense que ça a été vraiment difficile quand on a 19-18 ans et qu'on a... On est vraiment jeune. La vie devant soi, oui. On a beaucoup d'opportunités, on a de grands rêves. Et quand on vous dit vous allez avoir une maladie avec laquelle vous allez vivre toute votre vie, peut-être même vous allez mourir du jour au lendemain, on ne sait pas si une crise se manifeste. Ça a été difficile, mais je me suis dit qu'il y avait des personnes qui avaient de plus grandes difficultés que la mienne, que les miennes. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'à l'époque, j'ai rencontré une jeune fille, elle s'appelle Alida Chinda. Oui. Je l'ai rencontrée, avec elle on échangeait beaucoup. Et pendant nos échanges, elle me fait découvrir Nick Vujicic, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un prédicateur australien atteint d'une maladie qu'on appelle tétramélia. Il n'a pas de pieds, il n'a pas de mains. Ah donc oui, là oui. Je crois que vous le connaissez. Il a des enfants, une femme. Et pendant pratiquement 1 an, j'ai regardé ses vidéos tous les jours de ma vie. Ça vous a motivé et encouragé? Ça m'a véritablement motivé. Ça m'a motivé. Je me suis dit que si lui qui n'a pas de pieds, il n'a pas de mains, il parvient à vivre. Moi qui ai les pieds et les mains, pour ne pas continuer à aller de l'avant. Effectivement. En suivant mon traitement, je peux survivre. Alors concrètement, quand on a une crise de myasthénie, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on ressent dans son corps en fait? Quand on a une crise, d'abord, la première chose, c'est difficulté à respirer, difficulté respiratoire, tous les muscles du corps sont faibles.
les muscles des yeux, la nuque, tous les muscles du corps sont faibles. On a des... Dans le cerveau, vous Effectivement. voulez penser à faire Effectivement. quelque chose, mais ça n'arrive Ça pas à n'arrive pas, se... effectivement. Oui. Vous avez la vision fluide double, la voix nasonnée, la difficulté des déglutis. Il faut dire qu'au Cameroun, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont cette maladie. Vous avez dit à peu près une trentaine de personnes. Effectivement. Après le recensement que j'ai fait avec les médecins, nous sommes pratiquement 30. Parce que vous avez décidé d'avoir une association des malades de la myasthénie au Cameroun. Oui, en 2019, on s'est dit qu'il fallait qu'on crée une association parce que les médicaments sont non seulement... Vous voyez, vous vous retrouvez en train de prendre un médicament 5 fois par jour et le médicament vient 20 comprimés à l'intérieur. Donc c'est 20 comprimés, ça fait pratiquement 4 jours. Une boîte de médicaments qui varie entre 6 000 et 10 000. C'est énorme quand même. C'est très énorme. Sur un mois, c'est pas évident. C'est pas évident. Maintenant, ça c'est juste un seul comprimé, un seul médicament. À côté de ça, vous avez les immunosuppresseurs, les corticoïdes, un tas de trucs qu'il faut. Donc, on s'est dit qu'avec une association, on pouvait faire des plaidoyers auprès du ministère de la Santé pour non seulement avoir une subvention sur nos médicaments, mais aussi une meilleure prise en charge. Est-ce qu'avoir une maladie rare au Cameroun en termes de budget, c'est facile? J'avoue que c'est vraiment pas facile. Pour des Tout familles, est à fonds propres. pour des Il familles, n'y a pas de subvention. il n'y a pas de subvention. Pour des familles qui ne s'en sortent pas, qui gagnent par exemple le SMIC, c'est... Imaginez, il y a dépensé 7 000 chaque 4 jours. Chaque 4 jours. C'est pas évident. C'est pas évident. Est-ce qu'au niveau de l'association, vous avez effectué effectivement des démarches? Vous l'avez dit peut-être. Est-ce que ça a abouti? Nous avons rencontré le ministre de la Santé déjà plusieurs fois. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Nous comptons nous tourner vers d'autres personnes, certainement des ONG ou d'autres organisations internationales. Alors, au niveau du ministère, quelles sont vos attentes? Peut-être même s'il y a une organisation non gouvernementale, quelles sont les attentes des personnes vivant avec la myasthénie au Cameroun aujourd'hui? Déjà, on voudrait avoir une reconnaissance de la maladie. On voudrait que le ministère nous aide à mener des campagnes de sensibilisation autour de la maladie. Parce que vous avez vu le nombre de temps que j'ai passé avant qu'on ait su la maladie. Pratiquement 1 an et demi. Et entre les allées et venues, effectivement. Formation hospitalière ici, vous étiez à l'hôpital militaire ici. C'est avec beaucoup de chance que moi j'ai été vivant parce qu'il y en a qui meurent. Sans qu'on ne sache exactement ce qu'ils ont. Donc c'est déjà qu'on ait un accompagnement dans la sensibilisation, qu'on ait un accompagnement en ce qui concerne la prise en charge, ensuite, un accompagnement en ce qui concerne les médicaments. Donc c'est ça qu'on entend du ministère de la Santé. Votre livre fait une comparaison entre ce qui se fait à l'extérieur et avec ce qui se fait ici au Cameroun. Vous le faites par exemple savoir qu'ailleurs, il y a même l'accompagnement psychologique de ces personnes-là. Parce que c'est un lourd fardeau à porter. Et si on se retrouve tout seul et abandonné, ce n'est pas évident. Vous avez eu la chance d'avoir autour de vous et des membres de la famille qui étaient très présents, ainsi que des amis et des camarades à l'université qui sont quelquefois venus vous rendre visite. Effectivement, je le remercie d'ailleurs parce que c'est une grande chance que moi j'ai eue. J'ai une famille qui m'aime beaucoup. J'ai des amis qui m'adorent. J'ai des gens sur qui je peux compter, qui peuvent m'épauler. Mais beaucoup d'autres malades n'ont pas ça. Donc c'est important qu'on ait vraiment un encadrement sur le plan psychologique pour ce type de maladie. Aujourd'hui, si vous avez en face de vous une personne qui souffre de la même maladie et qui tend à se décourager, parce que le fardeau est peut-être difficile à porter, le message d'encouragement que vous passez directement à la personne, c'est quoi? Alors, je peux juste lui dire qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Toujours. Et à cette citation vraiment qui m'a marqué, c'était: la maladie veut nous guérir de ce que nous ne sommes pas, en nous aidant à découvrir qui nous sommes réellement. Ça, c'est une citation de Idriss Lahoud. Oui. Donc, pour moi, la maladie ne devrait pas être un frein. Parce qu'on ne sait jamais, la maladie, elle est certainement là pour nous transformer. Et j'ai sur l'appui de dire que je ne suis pas sûr que je serais celui que je suis aujourd'hui si je n'avais pas été malade. Ce que j'ai demandé au soleil, c'est le titre de votre livre. Il faut dire que vous étiez un passionné de livres, vous l'êtes toujours. Et plus jeune à 18 ans, vous avez beaucoup de projets. La maladie ne vous a pas empêché de continuer votre rêve, de poursuivre votre rêve. Vous vouliez être un promoteur culturel, avoir votre maison d'édition. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, une personne souffrant de maladie rare peut vivre, peut continuer à vivre, peut continuer à conquérir ses rêves sans complexe? Tout est question de mindset, je trouve, je pense.
tant qu'on on se dit qu'on peut, on peut vraiment. Personne peut aimer, on peut être amoureux, on peut avoir une relation, Effectivement, une on peut avoir une copine. relation. D'ailleurs, j'ai raconté mes aventures dans le livre. Oui, Voilà, donc oui. je pense. Et De belles rencontres, de belles personnes. de très belles personnes. Et je pense que c'est toutes ces choses-là qui nous font nous sentir bien, qui nous font nous sentir mieux et meilleurs. Très important quand même, de belles histoires que les lecteurs vont On découvre découvrir. dans le livre. On marque un break et on revient. Royal FM. The time is 4 p.m. With Beam, you are eligible to call a favorite number on any network at cheap price. Dial #200# or go to Max It. Alors merci d'écouter la radio. Nous sommes toujours avec Aristide Meyo Ayolo. Ce que j'ai demandé au Soleil, le journal d'un miasthénique. Alors c'est un récit autobiographique. Nous partageons avec vous cette écriture. Vous êtes, comme je l'ai dit, passionné. Vous êtes au départ un poète. Et tout cela ne vient pas de nulle part. Car vous-même, vous le dites, vous avez découvert que votre propre père était un amoureux des belles lettres. Effectivement. C'est dans le sang finalement. C'est dans le sang. Mon père, c'était un poète, pas comme mon père, parce que récemment, j'ai découvert que le grand frère de mon père aussi était un poète. J'ai d'ailleurs reçu son manuscrit pour édition. Donc, je crois que c'est dans la famille. Oui. Et vous côtoyez au quotidien des bonnes personnes. Est-ce que vous pensez que cela influence nécessairement notre façon d'être, le type de personnes qu'on fréquente au quotidien? Effectivement, le type de personnes qu'on fréquente au quotidien nous façonne. Si on est avec des personnes qui ne font rien, on va rien faire. Donc c'est clair. Est-ce qu'à un moment donné, lorsque vous parcourez les hôpitaux, les différentes formations sanitaires, les examens, vous songez à mettre un terme à votre vie? Plusieurs fois. Je me rappelle une fois, je crois que mes parents l'ont découvert dans le livre. Quand je suis allé pour me laver, j'ai essayé de mettre ma tête dans l'eau et puis... Pour que ça s'arrête. Ça s'arrête parce que c'était beaucoup de souffrance. C'était éreintant. Vous n'avez même pas idée. Ça faisait mal. Ça faisait mal. C'était pas un mal physique, mais c'était un mal psychologique, émotionnel. Quand je sais même pas comment décrire ça. Vous savez pas de quoi vous souffrez, vous êtes obligé de prendre les médicaments. On voit même votre agacement lorsque vous êtes à l'hôpital militaire. On vous demande, est-ce que tu peux te lever? Tu fais l'effort. C'est-à-dire que le cerveau sait que c'est un mouvement que tu peux effectuer, sauf que les membres ne répondent pas. Alors, c'est un moment aujourd'hui, lorsqu'on regarde derrière, ça nous a nécessairement transformé. On regarde le monde différemment. On avance autrement. Dans un monde qui va vite, je crois que la myasthénie m'a appris à ralentir. Donc, aujourd'hui, je me suis adapté au rythme de la maladie. J'essaie de faire les choses quand je me sens bien, me reposer quand je me sens mal. J'essaie vraiment j'essaie de vivre. Simplement, doucement, comme on doucement, peut. comme je peux. Profiter de chaque instant. Et d'ailleurs, vous nous racontez. Avec mes nombreuses femmes. Avec vos nombreuses femmes. Les femmes qui sont dans votre vie, évidemment. Ouais, effectivement. Alors, lorsque on se rend compte, à un moment donné, lorsque on peut lire un passage, vous nous dites que lorsque vous avez pris à l'hôpital un médicament qui vous a permis de vous remettre sur vos deux pieds, de marcher, vous avez commencé à apprécier ces petites choses. Comprendre un peu d'air. Effectivement. Prendre son temps, en fait. Parce que ça faisait un bon moment que je n'avais pas fait cela. Ouais. Manger, je crois que vous avez vu la scène. J'ai mangé tout un poisson. Or, j'arrivais même plus à manger 2 queues de riz.
Ce jour-là, c'était particulier. particulier. Ce sont des moments uniques. C'était des moments très uniques. Alors, aujourd'hui, ce que j'ai demandé au Soleil, c'est adressé à qui doit être la personne qui va tenir ce livre et surtout quel est l'effet attendu sur les lecteurs de demain. Alors, le livre est adressé d'abord à tout le monde parce que c'est un livre qui a pour but de sensibiliser. Mais aussi, c'est un livre qui est adressé à toutes les personnes qui sont atteintes de myasthénie pour leur dire que ce n'est pas le moment de baisser les bras. On a beaucoup d'années devant nous, on a de belles choses à faire, et on ne devrait pas s'arrêter. Qu'est-ce que les lecteurs vont attendre du livre? Peut-être ce qui est attendu en retour. Ce qui est attendu en retour. Peut-être le changement de mentalité. Pas que. Après lecture. Mais surtout le regard qu'ils posent sur des gens qu'ils ne connaissent pas, le regard qu'ils posent sur des personnes atteintes de maladies invisibles. Parce que généralement, les cas comme la myasthénie, l'handicap est apparent. On ne voit pas parce qu'on n'a pas la canne, on n'a pas la béquille, mais nous sommes des personnes handicapées comme les autres. Vous voyez un peu. Par exemple, la scène de la chaise. La dame, elle m'a vu bien portant physiquement sur la chaise. Elle m'a demandé de me lever. C'était pour donner la place à quelqu'un d'autre. Oui. Vous voyez. Ça veut dire que si elle n'avait pas été patiente, elle aurait pu effectivement dire des choses assez fâcheuses. Effectivement. Et pourtant, ce n'était pas un refus. Effectivement. C'est pour que les gens aient un autre regard sur ce qu'on appelle les maladies invisibles. Est-ce que le myasthénique peut faire du sport? Le sport est, on va dire, contre-indiqué. Mais on peut faire la marche, on peut faire le yoga. Mais on ne va pas aller jouer au foot. C'est un sport de combat. Enfin, je veux dire, de contact et c'est pas évident. Non, il y en a qui jouent au foot, mais c'est vraiment avec beaucoup de réserve, de peur que les muscles se fatiguent et qu'on se fatigue rapidement. Il faut avouer que c'est pas évident de raconter avec autant de détachement ce qu'on a vécu. On regarde et peut voir à travers vos yeux le comportement de chaque membre de votre famille. Lorsqu'on arrivait pu écrire, comment est-ce qu'on a pu emmagasiner dans son cerveau autant d'événements, autant de lieux, autant de personnages, autant de visages autour de soi? Alors, il y a beaucoup de choses même que j'ai pas mis. Je me suis dit, le livre aurait fait même 2000 pages. Donc, ce sont des choses qui m'ont marqué. C'était très impossible de les oublier. Donc, c'est pourquoi j'ai pu les mettre dans le livre. Donc, et comme je disais, il y a vraiment des gens qui m'ont tenu. Par exemple, il y a une dame ici à Royal FM, Lisette, qui à une époque, vraiment, elle m'appelait tous les jours, m'écrivait tous les jours, prenait de mes nouvelles tous les jours. Ce sont des trucs qui me faisaient vivre, en fait. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit tout à l'heure. Voilà. Quand vous êtes entré, elle m'a dit, ce jeune, on a souvent parlé. Effectivement. Et voilà. J'espère que vous êtes avec la même petite amie de l'époque parce qu'elle m'a dit qu'elle vous soutenait énormément. Elle était toujours là pour vous. Caroline. C'était une très bonne amie. Ce que j'ai demandé au Soleil, je dois avouer, c'est un livre qui nous parle de votre vie, de votre parcours entre les couloirs de l'hôpital, la recherche de votre mal. Mais c'est également un livre qui peut faire quelquefois sourire et même éclater, en fou rire. Je dois avouer qu'il y a une scène particulière qui retient mon attention. Et d'ailleurs, je vous en parlais dès l'entrée. C'est avec Nelly, mais je vais laisser le soin à tous ceux qui souhaitent lire, déguster progressivement ce livre. Aujourd'hui, quel est le type de regard que vous souhaitez avoir de ceux qui nous écoutent, de ceux qui vous connaissent? C'est un regard amical, un regard d'amour, un regard d'amitié, un regard de compassion. Quel type de regard souhaitez-vous avoir de ceux qui sont autour de vous? Un regard d'amour surtout. Parce que l'amour, c'est la seule. Moi, ma vie ne tourne qu'autour de l'amour pour ceux qui me connaissent. Oui. Je pense que l'amour, c'est mon premier médicament. Et c'est le regard que je voudrais qu'on pose sur moi. Pas un regard de compassion parce que au final, je vis comme tout le monde. Oui. Je mange, je sors. Vous avez vos rêves. J'ai mes rêves, je les réalise. J'ai une maison d'édition, un magazine. Je vis comme tout le monde, je vis mes rêves. Alors, parlons justement de vos projets. Vos réalisations actuelles sont lesquelles? Vous aviez voulu être un écrivain. Vous l'êtes aujourd'hui. Je le suis. J'ai voulu une maison d'édition, je l'ai. J'ai beaucoup de projets, notamment sur le plan humanitaire. Ce sont des projets que je vais certainement lancer d'ici l'année prochaine. Donc. Il y a Olive aussi. Oui, le magazine. Le magazine, effectivement. On
On est en pleine restructuration, mais je crois qu'on avance petit à petit. Et les autres projets qui arrivent, où on prend un jour après un autre sans problème. Sans problème. Ça va aller de toutes les façons. On arrivera sous le soleil. Sous le soleil. D'ailleurs que on a fait des C'est ce demandes. que je lui ai demandé. et je voulais répondre à une question parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandaient c'est quoi le soleil, c'est quoi, que représente le soleil. Donc ici, il y a un symbolisme autour. Effectivement, le soleil, c'est... Quand vous voyez la couverture, vous avez l'impression que je suis dans le noir. Oui. Et il y a un brin de lumière au niveau du front qui me frappe sur le visage. Donc c'est vraiment ce jeune-là dans la douleur où j'étais, la tristesse où j'étais, et qui à un moment donné a vu une lueur d'espoir. Et c'est ce petit soleil qui est marqué là. Ici, le soleil, c'est la parole. Le soleil, c'est la lumière. Le soleil, c'est Dieu. D'ailleurs, vous avez dit que pour vous, écrire était pratiquement comme un impératif. Aristide Meyo Ayolo, merci d'être passé à la radio, d'avoir échangé avec nous autour de votre livre. Mais dites-nous, si on veut avoir ce livre, qu'est-ce qu'on fait? Le livre est disponible aux éditions Afribook. Nos bureaux sont au Cradat, l'immeuble de la pharmacie Sainte-Bernadette, au dernier étage. Il est disponible en ligne sur Uscript et très bientôt sur Amazon. Merci une fois de plus.